suis très honoré d'inaugurer ce cycle droit global et même impressionné après avoir entendu le programme, puisque au fond vous allez, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous allez en gros accueillir une grande partie des vedettes du chant au niveau international, ce qui va vous permettre de vous faire une idée et de pouvoir aussi choisir vos préférés, voire développer votre propre courant, puisque, comme on va le voir dans un instant, en gros, personne n'est d'accord sur rien pour l'instant, ce qui permet d'ailleurs à la pensée d'évoluer en liberté, ce qui est toujours le milieu dans lequel elle évolue le mieux. Je dois dire que c'est toujours un moment de bonheur pour moi de venir à Aix, encore plus maintenant à l'invitation de Ludovic Hennebel, avec qui on a travaillé effectivement pendant de nombreuses années, notamment sur cette question qui nous occupe aujourd'hui. J'aime à rappeler que j'ai été étudiant dans cette université, mais dans la faculté à côté, il paraît qu'on a enfin supprimé les barrières entre les deux. De mon temps, ces barrières étaient infranchissables. Et même, mais avant de... Bon, j'ai fait une licence en philosophie à Aix, et avant ça, j'avais participé au premier programme Erasmus organisé à Aix. Alors, ce n'était pas un semestre dans lequel on venait. J'étais d'ailleurs déjà au travail, donc c'était très bizarre. C'était les débuts d'Erasmus. Ils avaient accueilli pendant une semaine, ou 2 semaines, je ne sais plus combien de temps ça durait, un ensemble d'étudiants d'un peu tous les pays d'Europe. Et ce qui est aujourd'hui, pour vous, tout à fait naturel, quotidien, pour moi, pour nous, à l'époque, était une expérience extraordinaire, mais je vous parle d'un temps qui a plus de 25 ans, donc ça m'effraie moi-même de dire ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de revenir plusieurs années consécutives plus récemment à l'invitation de Jean-Yves Chéreau, notamment dans le master de théorie du droit, et à cette occasion-là, des liens très forts, très étroits, très productifs qui continuent, et des liens d'amitié profonds se sont établis avec Jean-Yves et entre les équipes, si bien que effectivement on a travaillé à l'époque, puisque c'était le programme du centre, l'un des programmes du centre de théorie du droit, sur le droit global, et le livre que Ludovic a mentionné a d'ailleurs fait l'objet d'un colloque qui s'est tenu ici même il y a quelques années. Voilà, donc vous vous rendez bien compte que je me sens, j'allais dire chez moi, ce serait peut-être un petit peu cavalier, mais en tous les cas en terrain connu et en position d'amitié chaque fois que je viens à Aix. Alors, pour passer sans plus tarder au sujet du jour, puisqu'il s'agit d'inaugurer un cycle, cet exposé devait, bon, j'en ai parlé avec le professeur Hennebel, et avec son accord, prendre l'allure d'une introduction, d'autant plus que le sujet du droit global, déjà le mot lui-même, est un sujet qui apparaît a priori comme bien mystérieux, qui n'est certainement pas très présent dans l'ensemble des études que vous avez pu suivre précédemment, qui est en plus un sujet franchement problématique, déroutant et très polémique, mais de polémiques qui ne me semblent pas du tout stériles, mais au contraire, vraiment, je dis, il y a des polémiques qui doivent être menées et qui gagnent à être menées, et celle-ci, c'est le cas pour celle-ci. Le droit global, pour reprendre ici un terme de quelqu'un qui sera un des invités de ce cycle, qui est Michael Zifaras, il dit que c'est une conversation confuse.
mais c'est tout à fait exact. C'est une conversation confuse, intense aussi, et surtout très englobante, au sens où s'y mêlent bien sûr les juristes, l'espérer, mais très volontiers les philosophes, les économistes, les politiques et les politistes, les sociologues et même parfois les géographes. Donc on a un peu tout le monde qui réinvestit ce champ qui ne peut pas être considéré comme une sorte de monopole de la faculté de droit, qui d'ailleurs n'est pas sûr à ce stade de vraiment en vouloir de ce droit global, regarde ça avec beaucoup de suspicion et c'est sans doute prudent. Au sein même de la faculté de droit, dans ceux qui participent à cette conversation, vous trouvez aussi des profils très très différents. Alors vous avez les théoriciens du droit, on avait déjà dit le rôle qui jouait là-dedans, même des philosophes, j'ai déjà évoqué. Vous avez aussi pas mal de comparatifs. Vous avez très logiquement les internationalistes et les spécialistes du droit international privé. Vous recevrez, vous écouterez Horatia Miroat dans quelques temps. Vous avez aussi des historiens du droit. L'histoire du droit est pleine d'enseignements pour penser ce qui nous arrive en quelque sorte. La postmodernité a en commun avec la prémodernité de ne pas fonctionner sur les principes de base. C'est une apalissade du droit moderne, donc il y a beaucoup de choses à en tirer. Et vous avez aussi les praticiens, les spécialistes des disciplines de droit positif. Alors bien sûr, le droit commercial et le droit des affaires, on s'en douterait, mais le droit constitutionnel, mais le droit familial. Et donc vous avez beaucoup de monde qui s'en mêle, et c'est tant mieux. À vrai dire, cette conversation, il y a tellement de gens qui s'en mêlent et elle prend un tour tellement large qu'elle présente finalement, je pense, un caractère paradigmatique. Alors pour le dire plus simplement, en paraphrasant l'ouvrage, le titre de l'ouvrage qu'on a coédité avec Jean-Yves Chéreau, en fait il s'agit de s'interroger, Ludovic Hennebel l'a dit dans son introduction, il s'agit de s'interroger en quelque sorte sur le devenir du droit dans le contexte de la mondialisation. Au fond, qu'est-ce que la mondialisation fait au droit ? Si elle ne lui fait rien, c'est étrange, voire inquiétant, dans la mesure où, à un moment, nous assistons à des transformations quand même très profondes et très rapides, vous les suivez tous les jours, de nos sociétés. Évidemment, si le droit, lui, demeurait immobile, ou s'il demeure immobile, ben, il y a de forts risques que ce soit mauvais signe pour lui, le signe qu'il perd le contact, en quelque sorte, avec les sociétés qu'il a pourtant vocation à réguler. Alors, comme le disait là encore Ludovic Hennebel, et je vais dans la première partie de cet exposé peut-être suivre de près le fil qu'il a déjà tracé, il ne faut pas confondre donc l'idée du droit global avec l'idée d'un droit universel. On n'est pas en train de discuter, il l'a dit, je le répète, je pense que ces choses sont un peu neuves pour vous, donc je pense le dire deux fois, et sans doute on le dira encore. Donc il ne s'agit pas, parce que spontanément, quand nous pensons au droit, nous pensons à un corps de règles, nous pensons à un ordre juridique, donc on se dit un droit global, ben, il y aura une sorte d'un ensemble de règles et d'institutions qui s'appliqueraient à l'échelon mondial et que donc sur toute la planète. C'est la vue de certains qui ont été évoqués ici, dont je reparlerai peut-être brièvement, mais c'est certainement pas la vue de tout le monde. Le champ est beaucoup plus fragmenté, il faut le regarder de manière sans doute beaucoup plus locale
que dans cette idée de principe universel du droit, même si il ne faut pas méconnaître que c'est aussi un idéal et un objectif pour plusieurs. Il est vrai en tout cas que ce qui marque le plus la discussion dans le niveau de la théorie du droit, c'est ça qu'a évoqué au fond le professeur Hennebel ici, c'est cette idée de repenser le droit à l'échelle du monde. Je reprends son expression ici, ce qui encore une fois ne veut pas dire penser des règles pour le monde entier, mais de le repenser à ce niveau qui n'est pas forcément, on va le voir de manière très précise, celui de Sirius. Bon. La discussion, donc, en théorie, porte pas mal sur le fondement et l'organisation du droit au niveau mondial. Et dans ce contexte-là, le terme droit global apparaît, il faut le dire d'emblée, je vous disais le côté virulemment polémique du droit global, disons les choses très franchement d'emblée, le droit global apparaît, volontairement ou non, plutôt volontairement semble-t-il, comme une machine de guerre contre le modèle classique que nous connaissons, que nous étudions, du droit international. Le modèle du droit international, il s'est imposé tardivement. Même pour nous, il nous paraît éternel, il s'est imposé tardivement dans le cours du XIXe siècle. Le terme de droit international est un néologisme que nous devons, comme beaucoup d'autres, à Jérémie Bentham, philosophe de l'utilitarisme, mais avant tout un juriste. Et la date à laquelle paraît ce néologisme n'est pas anodine, c'est 1780. Et ce n'est pas seulement un mot qu'il invente, c'est un nouveau concept qu'il invente. C'est un paradigme qu'il pose en restreignant de beaucoup ce qui existe auparavant, qui va exister encore pendant longtemps, parce que c'est pas parce que Jérémie Bentham a inventé un mot dans son coin que du coup tout le monde adopte ce mot. On va mettre presque une centaine d'années à devenir commun ce mot, qu'on appelle le droit de la nature et des gens. Donc Jérémie Bentham, son concept de droit international va beaucoup réduire ce droit de la nature et des gens, particulièrement riche, celui de Grotius, si vous voulez, depuis Pufendorf, en limitant très fortement les sujets de ce droit et l'objet de ce droit, puisqu'il définit le droit international comme le droit qui est déterminé de commun accord par les souverains, par les États souverains, et à l'époque il n'y en a guère, et pour régir leurs relations. Définition quand même extrêmement restrictive, mais qui va s'imposer et qui domine encore officiellement la vie du droit international, même si cette définition est très radicale et qu'elle n'a finalement jamais été appliquée comme telle et elle s'est assouplie au fil du temps, mais c'est bien ça l'idée de base. Le droit fait par les États pour les États. Cette conception a été mise en question dès le moment de son apogée. C'est imposé au fond au fil du XIXe siècle. Mais elle a été mise en question, elle a suscité une polémique dès la fin du XIXe siècle, au moment de ce qu'on appelle le tournant social ou le tournant sociologique du droit, dont une partie de l'énergie, en quelque sorte, va s'investir sur les questions internationales avec des gens comme, en France, Georges Sell,
qui, sur les traces d'Hugui, propose, lui, de remplacer le droit international par un droit intersocial unifié. Par entrée, je vous recommande d'ailleurs la lecture des travaux de Georges Sell sur sa conception du droit mondial, mais je ne vais pas rentrer ici dans ce qu'il dit. Disons qu'il est loin d'être isolé, qu'il fait partie d'un mouvement que paradoxalement on va appeler le mouvement des internationalistes, qui sont critiques par rapport au droit international, mais je pense qu'on les appelle, je ne sais pas en fait, je fais l'hypothèse qu'on les appelle les internationalistes parce qu'ils sont les adversaires farouches du nationalisme. C'est ça qu'ils combattent à l'époque. C'est ce mouvement des internationalistes, on trouve des partisans en France bien sûr, mais aussi en Allemagne, aussi en Belgique, même beaucoup, aux États-Unis, très fortement. C'est un mouvement généreux, social, pour ne pas dire socialiste, anti-nationaliste, antimilitariste, pacifiste et anticolonialiste. Et pour eux, le droit international, en tant qu'il est fondé sur le concept de base de la souveraineté des États, et États qui se sont, comme vous le savez à l'époque, emparés du monde, on parle de première mondialisation, on devrait dire deuxième mondialisation à l'époque, mais c'est une mondialisation qui s'effectue sous la bannière coloniale. Ce sont les États européens qui ont colonisé l'ensemble du monde. Eh bien, donc, ils dénoncent cette prétendue souveraineté étatique et ils appellent de leur vœu, parce qu'ils savent, au fond, ils disent que tout cela va mener à la guerre, ce qui, prédiction, s'avérera exact, et d'ailleurs, elle marquera la défaite, en quelque sorte, de ce mouvement. Et ceci étant, même pendant la guerre, surtout pendant la guerre, on va alors imaginer l'idée d'une société des nations qui relèguerait le concept de souveraineté des États et ce droit international, qui serait remplacé par un droit mondial, supranational, l'expression très importante à l'époque, c'est-à-dire un droit qui s'imposerait aux États, lesquels n'auraient plus, par exemple, ne pourraient plus revendiquer une souveraineté sur leurs ressources naturelles. Ressources naturelles qui sont évidemment aussi beaucoup dans les colonies. Et c'est d'ailleurs pendant ce premier conflit mondial qu'apparaît, est attesté pour la première fois en français, le terme mondialisation, qui apparaît sous la plume d'un juriste de l'école de Bruxelles. Je profite pour faire mon 2 minutes de chauvinisme. En fait, on célèbre le centenaire, en quelque sorte, de l'apparition de ce mot de mondialisation cette année. Et ce juriste est un homme haut en couleur qui est très célèbre aujourd'hui, en tous les cas aux États-Unis, pour avoir, pas tellement pour son action dans le domaine du droit, hein, bien qu'il ait été, avec d'autres, un de ces théoriciens du droit mondial, un théoricien de la mondialisation, dans lequel le droit, comme l'ensemble de la société civile, doit se transformer pour s'élever à un niveau mondial, un débat qui, d'une certaine manière, ressemble déjà au débat que nous avons depuis quelque temps à nouveau. Paul Hotelet, qui est un fédérateur de ce mouvement, puisqu'il crée avec son ami La Fontaine, prix Nobel de la paix en 1913, c'est peut-être pas la meilleure année pour recevoir le prix Nobel de la paix, je ne sais pas qui l'a reçu en 1939, mais voilà, pour avoir créé une union des associations internationales, l'idée étant de fédérer, non pas au niveau des gouvernements, mais au niveau de la société civile,
se fédérer au niveau mondial. Et s'il est connu aujourd'hui, je le mentionnais aux États-Unis, c'est parce qu'il est considéré comme le fondateur des sciences de l'information et l'un des précurseurs les plus importants, sinon le plus important, de l'Internet. Ce qui menait également un projet qui visait à rendre commun. Ce projet n'était pas seulement une théorie, ça a été mené très loin pendant des dizaines d'années pour mettre en commun, rassembler l'ensemble du savoir et d'utiliser les technologies pour annoncer quelque chose qui, chez lui, il a réalisé jusqu'au stade du microfilm, mais il envisage très clairement, on peut le lire dans ses bouquins, il y a des biographies qui viennent de sortir, si vous lisez l'anglais, sur ce personnage étrange, pour véritablement mettre à la disposition de l'ensemble des chercheurs, de l'ensemble des êtres humains, l'ensemble des publications mondiales. Hein, donc, voilà dans quel contexte on a là une première critique du paradigme international, mais ce mouvement, comme je vous l'ai dit, va subir des coups de boutoir tels qu'ils vont désespérer ces gens, parce que non seulement ils ont vu toutes leurs tentatives échouer par cette terrible boucherie de la Première Guerre mondiale, mais ils ont été aussi très vite déçus par les limitations et les échecs très rapides de la Société des Nations. Ils ont vu sombrer l'Europe dans le fascisme, ils ont compris ce qui allait arriver sans pouvoir l'empêcher de la Deuxième Guerre mondiale, qui a achevé de tuer ceux qui restaient encore en vie, et puis, avant même que le deuxième conflit mondial se termine, on est tombé sous le glacis de la guerre froide, et donc l'ensemble de ce débat a été mis sous le boisseau. Il s'est réveillé immédiatement, le lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989. C'est depuis lors qu'on discute à nouveau, et qu'on ne fait pas que discuter, qu'on fabrique en quelque sorte du droit global, mais on le fait dans une perspective qui est beaucoup moins lisible idéologiquement et beaucoup moins homogène que ce courant dit des internationalistes dont on voit bien en quelque sorte le projet qu'ils poursuivaient. Ici on a quelque chose, on a une carte pour reprendre les termes de Ludovic Hennebel, qui est beaucoup plus compliqué. Mais il y a un point de commun qui demeure quand même le même si les présupposés idéologiques ne sont pas les mêmes, ne sont pas homogènes, c'est toujours la contestation de ce paradigme interétatique, conventionnaliste du droit international. Ça, ce point demeure, et ce point, on peut même le préciser sur le plan de la méthode. Disons qu'il a été précisé sur le plan de la méthode, donc on peut ici faire un pas de plus. Ludovic Hennebel parlait de la critique du statocentrisme, c'est un des mots qui est utilisé. Un autre mot que j'aime bien personnellement, c'est celui de nationalisme méthodologique. C'est un mot qui a toute une histoire, mais qui a été, disons, popularisé par le sociologue allemand Ulrich Beck. Et qu'est-ce que ça veut dire le nationalisme méthodologique? C'est que si vous prenez tout un tas de disciplines, dans les sciences en général et dans les sciences humaines en particulier, vous avez vu que ces disciplines ont pendant longtemps, en particulier au XIXe et au XXe siècle, été développées dans un prisme étatique. Vous avez l'histoire, mais on peut étudier l'histoire de France, on étudie l'histoire de la France, de même les autres étudient l'histoire de la Belgique ou l'histoire des États-Unis. Hein, voyez les grands ouvrages des historiens, la géographie de la France. Quand vous voyez toutes les statistiques en matière sociologique ou criminologique, elles sont toujours déterminées par État. Vous avez la science politique qui est pratiquement tout entière pendant longtemps tournée autour de l'État, et bien sûr le droit. On va dire, ben, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal, c'est le produit
le droit n'est pas, c'est une de mes marottes, mais le droit n'a jamais été, comme le pense le juriste, un empire dans un empire. Le droit vit, parfois de manière plus intense, parfois de manière plus douloureuse, grosso modo la même histoire qu'un certain nombre de disciplines avec lesquelles il se sent pourtant des rapports relativement éloignés. Et évidemment, on a ce mouvement de penser le droit à travers l'État, mouvement qui est fortement poussé par certaines écoles dominantes dans la pensée juridique, à commencer par l'école historique du droit, bien entendu, au XIXe siècle. Puis, je ne vais pas faire l'histoire de ces écoles qui obligent de plus en plus, qui vont faire en sorte qu'on va penser le droit comme droit de l'État, on va étudier le droit comme droit de l'État, penser au cursus des études en France, c'est également le cas en Belgique, dont je vous rappelle, c'est un pays grand comme un confetti et qui concilie gouvernement, mais on étudie encore, on passe 5 années dans un cursus certes assez ouvert à l'international, à l'Europe, etc., mais enfin qui demeure centré sur le droit belge, dont je ne sais plus très bien ce qu'il représente encore de fondamental, quelque part entre le droit flamand, wallon, bruxellois, etc., et le droit européen, où se jouent la plupart des choses importantes. Mais ça demeure. Bon, en France, on a déjà l'impression, effectivement, que c'est plus important. Mais enfin, cette idée d'étudier, de se former au droit par l'étude principale du droit national est une idée relativement récente, qui, loin d'avoir toujours existé dans l'histoire, ce n'est pas du tout comme ça, comme vous le savez, et qui n'existera peut-être pas. Alors, ce mouvement a été porté à son paroxysme au XXe siècle par théoriciens qui ont eu le plus d'influence, notamment par Kelsen et l'école de Vienne. Chez Kelsen, on va jusqu'à dire très clairement que le droit et l'État sont purement des synonymes. Ce sont des synonymes. Vous pouvez dire droit ou État, vous employez, en fait, vous parlez de la même chose. Il y a tout un tas de bonnes raisons pour cela, dans lesquelles je n'entre pas. Donc vous voyez à quel point on peut tracer un signe d'égalité entre les deux. Et effectivement, dans les écoles dites normativistes, vous voyez que l'État se voit reconnaître, c'est certainement chez Kelsen, un monopole au niveau de l'élaboration, de l'exécution, du contrôle, des sanctions, des violations du droit. Tout le droit est fait par l'État, par les États, soit chacun souverainement chez lui, soit par les États entre eux, et c'est le droit international. Donc on a vraiment cette idée, ce paradigme, que le droit est la chose des États, et alors il est normal, effectivement, d'étudier le droit dans une perspective que d'ailleurs les autres sciences sociales, et même d'autres sciences qui ne sont pas sociales, appliquent, qui est celle du nationalisme méthodologique. D'une certaine manière, c'est ça la force d'un paradigme, et on se dit qu'il n'y a absolument pas moyen de faire autrement, qu'il faudrait être absurde pour faire autrement. Or, évidemment, ça n'a jamais été le cas. Personne n'a jamais, aucun juriste, aucun professeur ne peut croire que c'est l'État qui fait l'ensemble du droit. Le droit se fait à Aix, ici, par tout un tas d'acteurs qui interviennent toute la journée et qui ne sont pas des agents de l'État. On conclut des contrats, on dresse des actes, enfin bon, on a des relations qui dépassent de loin les frontières, mais donc, peu importe que ce ne soit pas la réalité totalement vraie, c'est pas ça le but d'un paradigme, c'est l'idée que voilà le point de vue privilégié pour regarder le droit.
Si vous voulez regarder le droit, ben, le bon point de vue, c'est le regarder par le prisme de l'État ou des États, parce que c'est ça qui va vous donner, au fond, la clé de la compréhension qui est la plus juste, la plus utile, la plus légitime, etc. Alors, le tournant global, puisqu'on l'appelle comme ça, qui affecte les sciences à partir de la fin du XXe siècle, fait qu'aujourd'hui, vous êtes attentif à ça dans votre lecture, ce qu'on voit fleurir, c'est des histoires du monde. On voit, les atlas sont complètement renouvelés. Alors il faut savoir que la mondialisation, enfin vous le savez peut-être, elle adore les cartes. C'est très visuel la mondialisation. Hein, c'est logique, hein. On a un concept là qui est dans l'espace. La mondialisation, c'est le concept de l'espace. Donc c'est très visuel, on aime beaucoup les cartes. Et on en voit, on a des cartes de tout. Et des cartes qui sont très amusantes par rapport. D'habitude, on avait la carte du nationalisme méthodologique, c'est-à-dire la carte politique du monde, où toutes les terres, à l'exception de l'Antarctique, et les zones bleues de la mer, évidemment, hein, à part la mer territoriale, etc., sont alors dans des couleurs différentes qui représentent les frontières des États. Maintenant, on a des cartes beaucoup plus amusantes. On ne parle pas de la géographie physique, mais où on va faire la carte développement économique de ceci, la carte des connexions Internet, la carte... Enfin, vous pouvez faire des cartes absolument tout, en ayant dépassé ce stade, en ne vous demandant plus seulement, tiens, combien il y a de connexions Internet en France, mais au fond, comment ça se distribue au niveau du monde, où sont les nœuds routiers, etc., de combien d'heures sont, combien d'heures sont distantes des villes comme Paris, Berlin, Londres, New York, etc. Et donc, il est normal que ce tournant global affecte aussi le droit, même si c'est, d'une certaine manière, beaucoup plus douloureux, parce que cela implique qu'on le veuille ou non, on peut le nier, je pourrais tenter de le nier devant vous, mais parce que ça implique, d'une certaine manière, une remise en cause de la toute-puissance de l'État, voire de sa légitimité, de son rôle historique, etc., certainement de sa souveraineté. Ça implique en tous les cas un questionnement. Voilà quelque chose qui ne va plus de soi. Du coup, de cette rupture dans la méthode, vous comprenez la définition qui est proposée du droit global par Ludovic Hennebel, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, qui est, c'est regarder le droit dans une perspective globale. Vous n'avez pas encore dit ce qu'allait être ce droit, les règles seront les mêmes partout, non, vous avez juste dit, tiens, mais je ne vais pas les regarder par le prisme uniquement de l'État ou des États, je vais regarder ça en choisissant un autre angle de vue, une autre manière de dresser ma carte, et puis on va voir, ça me paraît intéressant, et on va voir ce qu'on découvre en changeant l'angle de la caméra. Et donc vous voyez que, on peut dire que ça c'est en gros, on peut en discuter, mais en gros, un point de départ commun que je reconstruis ici, que nous reconstruisons, de tous ceux qui sont entrés dans ce débat théorique sur le droit global. Polémique contre le droit international qui cache en fait une démarche méthodologique qui rompt avec le nationalisme méthodologique et qui propose de regarder le droit dans une perspective qui n'est plus limitée par le prisme des frontières. Une fois qu'on a défini ce socle, je pense qu'on a à peu près déterminé tout ce qu'il y a de commun entre ces gens. Pour le reste, ils ne sont d'accord sur rien. À commencer d'ailleurs par le nom de ce dont on parle. Ce que nous avons parlé, c'est le titre du site du séminaire, donc c'est un peu logique, et puis c'est un terme que nous avons choisi pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir, mais nous avons parlé de droit global, mais ce terme est loin d'avoir le monopole de ceux qui participent à cette conversation. Ils disent non, moi je ne veux pas du tout parler de droit global, disent certains, je veux parler de droit transnational. Le droit transnational, c'était un terme assez récent, puisqu'il date des années 50,
on peut le tracer, en retracer l'origine chez Jessup, qui était un Américain, un important auteur américain, qui publie un livre, une série de conférences, sous le titre Transnational Law, à Yale, et c'est pourquoi on va parler autour de lui de l'école de New Haven, puisque vous savez, c'est là qu'est située l'université de Yale, et cette tradition du droit transnational subsiste jusqu'à aujourd'hui, ou a été reprise par Harold Coe, que citait Ludovic Hennebel, notamment dans ce domaine qui vous intéressera certainement dans le cadre de ce séminaire, qui est le Transnational Human Rights Litigation, le contentieux transnational des droits de l'homme, voulant dire, j'en aurai l'occasion de revenir là-dessus, qu'on va dépasser, j'avais envie de dire transgresser un certain nombre des frontières des États pour mener à bien un certain nombre de procès pour essayer d'obtenir réparation en cas de violation des droits de l'homme. Il y a parallèlement à l'école de New Haven, à la même époque, il y a un courant français qui est aussi lié à ce modèle transnational, qu'on va appeler l'école de Dijon, et qui en fait se développe autour de Goldman et de sa fameuse Lex Mercatoria. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec Goldman ou qui sont ses disciples immédiats, etc., ses élèves, Kahn, une grande personnalité de l'arbitrage, Fouchard, par exemple, et on peut aussi lier à cette école, et aussi par l'arbitrage, un contemporain comme Emmanuel Gaillard. Donc il y a aussi un courant français, et puis alors vous avez un terme, visiblement c'est un terme qui séduit aussi beaucoup les comparatistes, et par exemple à King's College, ils ont créé une chaire qu'ils ont longuement discuté de savoir comment ils allaient l'appeler. Ils ont décidé de l'appeler droit transnational et l'ont confié à Pete Zumbatzen, qui effectivement est un acteur très actif dans ce débat. Et puis si vous voulez vraiment savoir tout sur le mot transnational, vous allez lire l'article qu'a écrit le professeur Hennebel qui s'appelle, l'article c'est transnational, et c'est dans le dictionnaire de la globalisation qui a été édité par le regretté André Jean Hardy. Ce que moi je reproche au terme transnational, mais je l'ai dit, c'est qu'il partage avec le terme international le fait qu'il rende hommage à ce qu'il prétend dépasser. Donc de ce point de vue-là, il me plaît qu'à moitié. Alors vous avez un troisième mot qui est plus ancien, que j'ai déjà évoqué, je crois, lorsque j'évoquais la fin du XIXe siècle, qui est tout simple, qui est le droit mondial. Pourquoi ne pas parler de droit mondial? C'était le terme qu'utilisait, par exemple, Paul Hotelet, mondial, mondialisation. Et c'est un terme qui était beaucoup utilisé, notamment par les Allemands, Weltrecht, et qui est toujours utilisé d'ailleurs par un des plus intéressants théoriciens du droit global allemand, qui est Gunther Toppner. On parle toujours de Weltrecht. Ou en anglais, World Law, ça marche aussi très bien. Et si vous voyez, il faut savoir que cette conversation a beau être confuse, sa langue vernaculaire, c'est l'anglais. La langue vernaculaire de la conversation sur le droit global, c'est 80% des publications ne sont pas nécessairement faites par des anglophones, mais sont publiées en anglais. Quand je dis 80%, je suis certainement en dessous, mais on va dire 90%. Et alors, si on fait un petit sondage, on a des moyens faciles aujourd'hui avec Internet, on se rend compte que c'est le droit global qui est le plus utilisé, droit transnational moins, et global law, transnational law, et world law est encore entre les deux. Mais si on fait une étude un peu plus poussée, on voit qu'il est en chute libre. Depuis les années 1990, c'est en chute libre, c'est un terme qui, pourquoi, semble devoir disparaître, alors que certains en France voudraient bien le ressusciter. C'est le cas de beaucoup de juristes français qui préfèrent parler de droit mondial aujourd'hui que de droit global. Je voudrais évoquer
celui qui est titulaire d'une chaire au Collège de France sur ce thème de la mondialisation du droit, qui est Alain Supiot, et qui explique pourquoi, en fait, il reproduit la distinction droit mondial, droit global, il redouble le débat mondialisation, globalisation. Je ne sais pas si vous êtes familier de cela, mais l'idée qu'il faudrait réserver le terme globalisation à la globalisation économique, financière, j'allais dire la mauvaise en quelque sorte, et la mondialisation, c'est celle des relations humaines, des échanges, des solidarités, etc. Donc l'idée alors est de redoubler ces distinctions à l'intérieur même du droit. Alors, moi je ne suis pas partisan de cette approche, que je comprends pour deux raisons. D'abord parce que ces distinctions, bien que les mots existent, ne passent pas la rampe de l'anglais. Il n'y a pas, ce même travail, d'ailleurs typiquement français en quelque sorte. En ça, il est intéressant sur le concept à travers ce mot mondial global. Ça passe pas c'est pas passé en anglais. Or, ce qui est embêtant, c'est que 90% du débat a lieu dans cette langue. Et la deuxième raison, c'est que un des grands reproches qu'on fait au droit international, c'est sa fragmentation. Alors, si on parle de droit global, moi c'est justement pour ça que j'aime bien l'idée de global. Est-ce qu'on gagne plus qu'on ne perd en voulant d'emblée distinguer un droit global d'un droit mondial, alors que pour ceux qui étudient de près, ou pratiquent de près, par exemple le droit international des droits de l'homme, on va voir que des recours sont aujourd'hui introduits par des citoyens grecs et des citoyens portugais pour la violation de leurs droits de l'homme, en raison de quoi? Des plans de restructuration qui sont menés dans leur pays, mais sur les ordres de Bruxelles et des institutions financières. En quoi est-ce que le fait de séparer, comme on a voulu le faire, dans deux terrains qui seraient peut-être contigus, mais d'une certaine manière étanches, d'un côté les droits de l'homme et d'autre côté les questions de gros sous, nous fait véritablement gagner quelque chose? Je suis plein de doutes par rapport à ça. Je pense au contraire qu'il faut mêler les deux si on veut mener des combats qui aboutissent à quelque chose, et non simplement en disant on reconnaît les droits de l'homme, au fond, tant que ça ne coûte pas d'argent, ce qui, en pratique, évidemment, n'a aucun sens. Alors, je surveille le temps. Je ne parviens pas à laisser mon à trop de cadran. Encore 40 minutes. Et donc, j'avais prévu de vous donner un petit peu, mais je trouve que ça a déjà été fait très bien pour une introduction par Ludovic Hennebel, vous dire comment, parce que les gens ne sont pas d'accord sur les mots, ce ne serait pas grave s'ils étaient d'accord sur les choses, mais ils ne sont pas d'accord du tout sur les choses non plus. Et donc, effectivement, vous avez, Ludovic Hennebel vous a dit, il y a les gens qui disent, mais c'est la revanche du droit naturel sur ce côté ultra-positiviste du droit international. Le droit qui est uniquement la convention des États, une sorte de droit des obligations très très dur, très très consensualiste des États. Et maintenant, on va repenser un droit naturel sur le fondement soit de l'humanité, soit des droits et libertés individuelles. On a le courant du constitutionnalisme, on a le pluriel, je ne les répète pas, et je laisse ce que je voulais vous dire à ce sujet, d'autant plus que je comprends bien que ces gens qui représentent ces courants, vous allez les rencontrer au mois de mai et qui pourront vous expliquer beaucoup mieux et de manière plus parlante ce que signifie leur théorie et surtout ce que ça apporte en pratique. Parce que si c'est juste différentes manières de décrire un objet flou, l'intérêt, évidemment, c'est que selon la théorie que vous adoptez, vous allez créer des concepts. Ceux qui sont dans les justes naturalistes anciens, ils vont arriver, ils vont travailler sur des concepts comme le patrimoine commun de l'humanité, les biens publics communs, le jus cogens, qui ne seront pas forcément les mêmes concepts que ceux qui veulent réformer les institutions de l'ONU dans le sens de véritable organisation constitutionnelle mondiale avec un parlement, en ajoutant une chambre des peuples à l'Assemblée générale, en créant un véritable gouvernement au départ du Conseil de sécurité actuel, en créant une véritable Cour constitutionnelle des droits de l'homme, etc. Ce n'est pas du tout le même programme de travail.
c'est pas du tout le même projet. Donc, ce n'est pas des théories pour des théories, c'est des agendas, en fait, qui visent à construire, en quelque sorte, ce droit à l'échelle du monde. Et donc, je laisse tranquillement, comme ça je vais pouvoir tenir le temps, ces différents courants. Je voudrais quand même en énoncer un qui n'a pas, que Ludovic Hennebel connaît très bien, que nous, d'une certaine manière, qu'on connaît tous trop bien, mais systématiquement, on ne le mentionne pas lorsqu'on fait l'inventaire des théories du droit global. Alors que je pense que c'est celui qui, en pratique, a les effets les plus importants, qui les a déjà produits, ces effets, et que d'une certaine manière, si nous sommes aujourd'hui ici à parler de globalisation et de droit global, c'est à cause d'eux. Ce courant, c'est tout simplement l'analyse économique du droit, en particulier dans la version néolibérale de l'école de Chicago et dans la version ordolibérale de Hayek, Friedrich Hayek, et de ses amis de la Société du Mont Pèlerin. Quelle a été au fond la théorie de ces gens et dont ils ont réalisé l'essentiel du programme? L'idée était que les marchés, la globalisation, c'était un moyen pour le marché de prendre sa revanche sur les États. Et de prendre cette revanche sur les États en faisant tomber, je vais expliquer plus précisément parce que ça a été très bien théorisé, pas par eux, en faisant tomber toutes les barrières étatiques aux échanges et de la même manière toutes les contraintes, notamment juridiques, qui pesaient sur la commercialisation d'un certain nombre de produits, d'un certain nombre de services, un certain nombre de protections qui étaient différentes d'un État à un autre, en vue de restaurer une sorte de droit naturel économique fondé essentiellement sur le principe de l'autonomie de la volonté, de la liberté des contrats, dans lesquels les affaires pourraient se faire directement par-dessus la tête des États, lesquels seraient devenus complètement poreux. Et ce programme a été en fait réalisé par, comme vous le savez d'ailleurs, par les administrations Thatcher et Reagan aux États-Unis, qui étaient bourrées de ces gens-là. L'administration Reagan était remplie des gens de l'école de Chicago, qui avaient leur programme bien en place, qui ont été appelés pour le réaliser, et les conseillers de Mme Thatcher étaient des Hayekiens. Hayek était un Autrichien, mais comme beaucoup, comme Kelsen, etc., sont des gens qui ont dû quitter l'Allemagne dans les années 30 pour des raisons que vous imaginez, et Hayek, lui, s'est fixé longtemps, avant de revenir en Allemagne, s'est fixé longtemps en Angleterre. Donc il y a beaucoup eu de disciples à Londres qui ont peuplé toute l'administration Thatcher, et ces gens ont, comme vous le savez, provoqué, alors Thatcher, c'était même le nom qu'elle a donné, le Big Bang de la City. En une soirée à Londres, on a fait sauter, d'une certaine manière, toutes les règles, ou à peu près, qui réglementaient les marchés, qui les réglementaient très sévèrement depuis la fameuse crise de 1929. Et on a aussi, les États-Unis et l'Angleterre, parvenus à enrégimenter dans ce qu'on a appelé le consensus de Washington, les organisations économiques et financières internationales, et, il faut le dire aussi franchement, l'Union européenne, au service de cet agenda. Dès lors, les capitaux se sont mis à circuler librement à travers le monde, et on a eu la réorganisation au niveau mondial de l'économie telle que nous en connaissons les effets aujourd'hui. Donc ça, c'est parti d'une théorie qui est trop souvent vue par les juristes comme étant une théorie des économistes, alors que c'était une théorie économiste du droit. Le droit constitue là-dedans un enjeu absolument déterminant. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été bien montré. Donc n'oublions pas la théorie de l'analyse économique du droit, parce qu'elle est d'une influence absolument décisive. Mais une fois qu'on a parlé de toute cette théorie,
tels que Ludovic Ennebel les a énumérés, on a invité quelqu'un pour parler de l'approche pragmatique du droit. Mais on n'a pas dit où l'approche pragmatique du droit était sous la carte. Alors ça, c'est évidemment un grand classique, une faiblesse humaine, c'est que chaque personne fait une théorie, s'empresse de mettre les autres dans des cases, mais évidemment, lui, ne se reconnaît pas dans une case, puisqu'il, exprimant la vérité, en quelque sorte, il occupe l'ensemble du champ. Bon, il y a de ça, très certainement, chez nous. Il y a une autre raison, c'est que, contrairement à beaucoup de ces théories que vous allez entendre, les constitutionnalistes, les justes naturalistes, etc., il n'y a pas, dans l'idée même d'une approche pragmatique du droit, il n'y a pas une doctrine. Il n'y a même pas une philosophie du droit. Très amusant, par exemple, que les commentateurs ont longtemps débattu et débattent toujours de savoir si Perelman et les juristes de l'école de Bruxelles étaient des positivistes ou étaient des justes naturalistes. En fait, ils étaient probablement ni l'un ni l'autre, ou tous les deux en même temps, allez savoir. Ce n'était pas leur positionnement. Ce n'était pas ça qui les intéressait. Et vous trouvez d'ailleurs dans les approches pragmatiques du droit, on a cité déjà beaucoup de noms qui rentrent dans cette famille des pragmatiques, qui n'a rien d'une position politique, même si en général quand même les pragmatiques doivent être associés à un agenda réformiste. Hein, ce sont pas en général, ce ne sont pas des conservateurs, ce ne sont pas des révolutionnaires, c'est quelqu'un qui veut partir de la situation présente pour essayer d'avancer dans ce qu'eux estiment être un progrès. Mais ils n'ont pas, si vous voulez, vous ne trouvez pas dans le pragmatisme une sorte de grand récit comme vous trouvez dans les théories juste naturalistes, positivistes, constitutionnalistes, etc., qui s'appuient sur des bases parfois plusieurs fois millénaires, mythiques, mythologiques, et qui ont donc toute une histoire derrière eux. Vous ne trouvez pas ça chez le pragmatique, volontairement, dans la mesure où il se présente davantage comme une méthode, et comme une méthode qui en plus n'a rien de dogmatique, mais doit être à chaque fois adaptée à son objet et à l'intérêt de connaissance. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, c'est pas ni vrai ni faux de dire qu'il faut examiner le droit à travers le prisme des États. C'est plus ou moins judicieux en fonction de ce que vous voulez étudier. Si vous voulez étudier les montages fiscaux de Google, c'est pas très intéressant, le prisme étatique. Au contraire, puisque c'est ce dont il s'agit de se jouer. Sinon, en négatif, entre eux. Hein, évidemment, si vous voulez... il y a évidemment de nombreuses autres situations où le prisme étatique est tout à fait intéressant. Alors, je vais essayer, parce que je sais qu'il y a des doctorants, des chercheurs, des gens qui se destinent à la recherche dans la salle, et en général, au fond, par expérience, ce qui les intéresse, c'est justement les questions de méthode. D'autant plus quand ils veulent travailler sur des objets de type droit global, parce qu'ils disent en gros ceci: il existe une méthode classique, notamment une méthode de thèse. Nous, on a envie de choisir un sujet qui n'est pas le sujet classique, la énième thèse sur tel sujet. On aimerait bien toucher un petit peu à vos objets juridiques non identifiés du droit global, mais on fait comment? Parce que nos méthodes, elles ne marchent pas comme ça. Or, si déjà notre objet est étrange, mais en plus notre méthode, elle est sucée de notre pouce, on va se faire ramasser. Par nos jurys, par notre directeur de thèse, et le CNU, et l'agrégation, et toutes ces choses-là qui planent au-dessus des têtes et qui fait très peur. Bon. Et donc j'ai fini par comprendre cette inquiétude et donc à m'interroger, d'ailleurs à la demande des doctorants, sur les règles de la méthode, à laquelle d'ailleurs, de manière très, comme le bourgeois gentilhomme, n'avait jamais songé que nous faisions de la méthode avant qu'on me dise qu'il serait bon qu'on en fasse. Et donc, je voudrais résumer peut-être en quatre points cette méthode que nous avons suivie dans nos travaux et où nous avons d'ailleurs l'occasion de découvrir que souvent nous l'avions hérité de nos maîtres. Enfin, nous pensions l'inventer,
et en réalité nous l'avions hérité. Donc il y a là quelque chose où il faut certainement pas, nous ne pensons certainement pas avoir créé quelque chose. D'ailleurs, le pragmatisme est un mouvement qui existe depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et qui a déjà fait l'objet de contributions extrêmement importantes. Si vous voulez lire sur la méthode, lisez les travaux de Dewey, qui a notamment écrit sur le droit, mais dont l'œuvre a une ampleur bien plus grande. Le premier principe, donc j'essaierai d'être concret directement par rapport à ce dont on parle. Le premier principe dont je voudrais partir, c'est précisément cette idée de point de vue sur le droit. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, est-ce qu'on regarde le droit du point de vue par le prisme des États, est-ce qu'on le regarde du point de vue global, oui mais c'est pas universel, etc. Sur ce plan-là, la méthode pragmatique, et singulièrement, je vais parler, pour être plus simple, pour ne pas vous faire ici une étude comparative compliquée, la méthode bruxelloise consiste à, c'est d'ailleurs une méthode qui ressemble très fort à l'approche des praticiens, c'est de ne pas considérer le droit en général et le droit global en particulier comme un ensemble de règles générales et abstraites qui seraient liées ou pas à un ordre institutionnel. Ne pas considérer cet ensemble du droit, mais au contraire de regarder les questions juridiques de manière beaucoup plus particulière du point de vue des acteurs, du point de vue des justiciables, si vous voulez, qui mobilisent le droit, qui mobilisent les juristes pour mobiliser le droit afin de faire reconnaître leurs droits, réparer le tort qu'on leur a commis, faire avancer leurs intérêts et leurs revendications ou leurs valeurs. Si vous reprenez la distinction majeure qu'on apprend au cours d'introduction au droit lors de la première heure de cours, qui est la distinction de la définition du droit entre droit objectif et droit subjectif, où on apprend qu'en réalité, finalement, il s'agit de la même chose, mais regardé d'un point de vue différent, je dirais que l'approche pragmatique va privilégier un regard très nettement subjectif sur le droit. On va regarder les droits de l'un ou de l'autre tels qu'ils cherchent à s'effectuer, et non pas le droit comme étant cet ensemble de règles qu'il s'agirait d'appliquer ou qui s'appliquent à un territoire déterminé au-delà de tout territoire. En d'autres termes, on n'est pas dans la perspective de l'ordre juridique, on est dans la perspective du cas concret. D'où cette idée, ça a beaucoup de conséquences sur le type de travail, parce que ça veut dire on commence, on fait ça depuis des années, on continue à le faire, on fait des études de cas. On ne part pas de l'idée, tiens, mais quelles sont les sources et quelles sont... Pas du tout. On commence par un cas. Ludovic Hennebel, on a notamment travaillé sur l'affaire Unocal Total en Birmanie pour comprendre comment ça marchait le contentieux transnational des droits de l'homme, ou sur l'affaire Nike pour comprendre ce qu'est ce phénomène inqualifiable pour les juristes, mais proliférant de la responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on ne part pas d'une grande déclaration, on ne parle pas d'un grand texte, on ne parle pas d'un système qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas de système. C'est facile de ne pas partir d'un système en droit global. Je mets au défi quiconque de trouver un système, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un grand nombre de juristes dit, au fond, ce dont vous parlez n'existe pas. Il n'y a pas d'ordre juridique global, et il n'y a pas de droit global. Parce que le droit global, c'est l'ordre juridique, et qu'il n'y a pas d'ordre juridique. Et donc, non, mais il y a des cas, il y a des choses qui se produisent, qui dépassent les frontières, et dans lesquelles on va mobiliser tel droit, tel autre bout de droit, etc., pour faire des choses. J'évoquais Google, quand Google mélange la double irlandaise avec le sandwich hollandais pour faire en sorte de ne payer rien comme impôt sur ses activités européennes, eh bien, il a pris des bouts de législation de différents pays, de l'Irlande, des Pays-Bas, du Luxembourg, et avec ça, il a conçu quelque chose qui permet de ne pas payer d'impôts, qu'on peut ensuite standardiser, les global law firms peuvent ensuite standardiser de manière plus simple pour être revendus
à des entreprises plus modestes qui, eux aussi, vont pouvoir faire de l'optimisation fiscale jusqu'à un point tel que ça devient une priorité. Vous avez entendu les discours de la France et de l'Allemagne sommant la Commission européenne sans retard de mettre en place la lutte contre l'optimisation fiscale parce que les États européens jouent leur peau sur cette affaire, déjà très endettés et voyant les ressources fiscales qui s'en vont. Hein, mais pour comprendre, quand on étudie ce schéma-là, hein, on n'a pas de système. On a un opérateur qui est une conduite stratégique par rapport au droit et qu'il s'agit d'étudier pour comprendre en fait ce qu'il est en train de faire, pour comprendre dans quel jeu on joue, si vous voulez, qui n'est pas un système. Il faut regarder ce que les acteurs font effectivement de manière consciente ou plus ou moins avec plus ou moins de succès. Et donc, dans cette étude de cas, je serai encore plus radical. Il ne faut pas regarder, enfin, il ne faut pas... pour l'objet qui nous intéresse, nous estimons que ça ne sert à rien d'être dans la perspective, pourtant classique quand vous faites en général des thèses, des travaux de ce type, du système, mais de regarder les cas. Et dans ce cas, faites bien attention, parce que nous avons encore une tendance qui est de nous mettre directement, de dépasser cette question très confuse de cette lutte entre les parties pour nous mettre à distance dans la position impartiale de tiers du juge. En disant, tiens, mais au fond, comment le juge va aller résoudre ce cas? C'est ce que Habermas appelle le point de fuite de la raison juridique. Spontanément, nous, l'avocat, quand il fait une consultation, fait ça. Qu'est-ce qu'un juge qui serait saisi d'un tel litige décide? Eh bien, il faut encore résister à pas faire ce mouvement de mini-dépassement, en quelque sorte, mais de rester au point de vue des acteurs. De voir, hein, d'aller regarder plutôt comment la bataille se joue, avant même la décision. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que souvent dans ces affaires de droit global, vous n'allez pas avoir ni de juge ni de décision. C'est très rare d'avoir des juges et des décisions. Donc vous en restez à ce moment non synthétique. Et qu'est-ce que ça vous apprend? Ça vous apprend quand même qu'il y a des choses qui se construisent. Et là, il y a une phrase de Perelman qui me frappe beaucoup par sa simplicité et sa justesse, qui dit ceci. Le droit se construit non pas en dépit de nos désaccords, mais à cause de nos désaccords. Donc, on pourrait croire que cette opposition brutale de deux parties non médiatisées par le droit et par le juge, ça ne produit rien. Ben, c'est pas vrai. Ça produit beaucoup de choses. Ça ne produit pas nécessairement ce que les parties veulent que ça produise. Là, je veux citer quelqu'un qui est un empiriste, qui était Adam Ferguson, qui a fait l'histoire de la société civile. Comment est-ce que les institutions se créent dans la société? Comment on passe de l'état de nature, non pas tout d'un coup, mais très 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 progressivement, vers une société organisée, en disant ceci, la société, et on pourrait dire la même chose pour le droit, est le produit de l'action des hommes, mais pas de leur intention. Donc les gens, en poursuivant chacun leurs intérêts, aboutissent à produire quelque chose de temps en temps qui sont des règles, mais aussi des dispositifs, mais aussi des institutions. Et dernière chose par rapport à cette étude de cas, faisons cette étude de cas sans avoir les œillères que par profession, et pour de très bonnes raisons, nous sommes formés à voir en droit. C'est-à-dire, regardons le cas dans toutes ses dimensions. Regardons le cas dans sa dimension sociologique, économique. Travaillons en équipe, travaillons dans des équipes interdisciplinaires pour essayer de bien comprendre, de ne pas, au fond, mutiler la connaissance que nous avons des cas en disant non, c'est seulement, c'est pas pertinent que le voleur en question portait un pull vert de telle ou telle couleur. On ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, allons regarder, faisons le tour de l'objet, comme disaient les phénoménologues. Essayons d'avoir une perspective cubiste, en quelque sorte. On a une image complète, mais qui n'est pas synthétique, qui est fragmentée, mais dans laquelle on a tous les aspects de l'objet. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. On est en train d'imaginer ce que le droit va devenir. Et c'est ça, mon deuxième point, sur lequel j'irai beaucoup plus vite, qui est qu'on est... avec cette conception-là, on voit bien qu'il y a des présupposés sur ce qu'est le droit, et parmi ces présupposés, vous avez l'idée que le droit est relatif, au fond. Issu de la lutte
Elle est contingente. C'est d'ailleurs formidable quand on dit ça. On ne sait pas ce que le droit va devenir. On ne sait pas qui va gagner. C'est pour ça que la lutte vaut la peine d'être menée. Ça nous amène à la perspective que je ne vais pas creuser ici, de l'engagement. Travailler sur le droit global, c'est aussi certainement être amené par ces travaux à s'engager vers un agenda déterminé. Mais ce que ça montre surtout, c'est une perspective dynamique sur le droit. Le droit, comme disait Lepage, n'est pas mais se fait. Et il se fait par l'action des uns et des autres. Donc, c'est une bonne raison supplémentaire de ne pas s'inscrire dans une perspective ordonnée du système, etc. Parce que cette perspective, elle vaut pour un droit qui est à maturité. Et elle a le défaut de donner une image statique sur le droit. Donc, nous, ce qui est intéressant dans ce moment où la société est en train de changer, il y a tout un tas de normes qui apparaissent, c'est pas d'essayer de vite bricoler un système qui ne marche pas, c'est d'essayer d'être attentif à des phénomènes émergents, dont beaucoup vont s'avérer complètement contingents, vont disparaître aussi vite qu'ils ont été créés, mais certains vont peut-être devenir les vecteurs principaux du droit nouveau. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu plus de 100 ans, quand vous aviez les théoriciens du droit social que j'ai évoqués tout à l'heure, qui étaient en train de mettre en place tous les concepts qui font le droit du travail, qui ont fait le droit de la sécurité sociale? Imaginez ce que c'était concevoir la sécurité sociale au départ de l'article 1382 du Code civil, ce que ça a demandé en termes d'ingénierie juridique, de cumuler des responsabilités objectives, des histoires de caisses d'assurance, bref, je ne veux pas me lancer dans l'historique de la loi sur les accidents de travail. Tout cela n'était considéré que comme des idées fumeuses, vaguement dangereuses, etc., pour lesquelles il y a eu un combat très important à la fin du XIXe siècle, et des choses qui n'étaient pas du tout considérées comme des sources de droit ou des institutions juridiques, et qui le sont devenues. Plus près de votre intérêt, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l'homme, les principes généraux du droit ne sont pas véritablement considérés comme des règles de droit positif. Or, on voit comment ils ont été intégrés dans l'ordre juridique et dans le mécanisme de motivation des décisions judiciaires, en sorte de révolutionner, pour le meilleur ou pour le pire, des pans entiers de notre droit et de bouleverser les méthodes de raisonnement des juristes. Donc l'idée de raisonner à droit constant n'est certainement pas une bonne idée quand nous sommes dans une période je ne sais pas si c'est une période de révolution, mais de transformation extrêmement brutale, extrêmement rapide. Il faut être attentif à un aspect dynamique et donc porter son attention à des choses qui sont encore petites aujourd'hui, mais qui seront peut-être importantes demain, et pas être monopolisé, pas être focalisé sur des choses qui sont importantes aujourd'hui, mais qui sont peut-être en train de disparaître. Ce faisant, et ce point est plus précis et facile à comprendre, il faut se garder de tout formalisme et ne pas s'enfermer dans je ne sais quel catalogue des sources du droit. Ce serait contre-productif. En quelque sorte, il faut au contraire être attentif à cette espèce de magma auquel nous sommes confrontés, d'une réalité qui est saturée de normes, de toute espèce, etc. Regardez un petit peu les normes qui vous entourent toute la journée, spécialement quand on est juriste, ça donne le tournis, ça donne le vertige, parfois même la nausée si on est vraiment quelqu'un de rigoureux, mais ces normes-là, il faut leur prêter attention parce que certaines d'entre elles, je pense pour ma part, je n'aurai pas l'occasion de le développer, je pense au rôle joué par ce qu'on appelle les indicateurs, aux normes techniques, qu'il s'agisse de normes ISO, de normes alimentaires, de normes informatiques, vont jouer un rôle absolument peut-être décisif
dans un avenir proche, et en réalité, ce rôle est déjà décisif aujourd'hui. Il faut faire la même chose pour les institutions. Quand on étudie la régulation de l'Internet, pour prendre un exemple simple, est-ce que, en bon internationaliste, j'ai vu faire ça, est-ce qu'on doit vraiment concentrer tous ses efforts sur l'Union internationale des télécommunications? Je sais bien que certains rêvent de faire rentrer la régulation de l'Internet dans ce vieux système international, mais est-ce que, qu'on l'aime ou pas, il ne faut quand même pas un peu regarder en profondeur, plus que ne le font habituellement les juristes, l'ICANN, qui est en fait l'association qui gère, pour l'essentiel, qui assure la régulation et notamment l'adressage, composant tout à fait essentiel de l'Internet, et qui est en train de devenir, à son corps défendant, une instance de régulation via les noms de domaine de tout un tas de secteurs. Aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui régulé par les barreaux sera demain régulé par le registraire qui tient l'extension .law, L-A-W. Ça peut paraître provocateur ce que je dis, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Enfin, dernier point, j'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est le principe fondamental, un des principes fondamentaux du pragmatisme juridique, c'est que, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Perspective micro-juridique des acteurs. Deuxièmement, je vais faire mon mémoire moi-même. Deuxièmement, le caractère dynamique du droit, envisagé dans une perspective dynamique. Troisièmement, conception ouverte de ce qu'on appelle les sources du droit. Le terme ne me semble plus approprié, mais je ne sais pas, il est déjà contesté depuis longtemps. Fleurbon au XIXe siècle. Conception ouverte des types de normes. Et dernièrement, caractère instrumental du droit. Alors là, ça effraie bon nombre de philosophes, mais l'idée que le droit n'est pas une fin en soi. Le droit est un moyen en vue d'une fin. Il est un moyen en vue de beaucoup de fins, des fins différentes. Ce qui ne veut pas dire, cette conception instrumentale du droit, qu'on soit nécessairement cynique. J'aime bien cette phrase de Xavier Dieu qui écrivait récemment: le droit n'est pas la justice, mais il peut fournir les moyens de sa réalisation. Je pense que de situer le droit au niveau des moyens, la justice étant la macro-fin, mais notion confuse et combien conflictuelle, vertu politique, on ne peut plus débattue, voilà quelque chose qui me semble productif. Et effectivement, c'est la maxime même du pragmatisme tel que l'a formulé pour la première fois Peirce à la fin du XIXe siècle. Le sens d'un concept, et on peut dire ça des notions juridiques, des règles juridiques, des institutions juridiques, est égal, n'est rien d'autre que la somme des effets que cette notion produit ou est susceptible de produire dans l'expérience. La notion de susceptible de produire est évidemment important, parce qu'il faut mesurer la puissance d'une notion juridique aux effets, non seulement qu'elle a maintenant, mais qu'elle sera susceptible d'avoir. Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? On est dans la chaire des droits de l'homme. Ben, les droits de l'homme, c'est le moyen, en quelque sorte, c'est une notion qui permet effectivement de réaliser telle ou telle valeur, d'avancer dans la protection de telle ou telle personne. Je le dis de manière volontairement très provocatrice. Combien de temps me reste-t-il? Il me reste 10 minutes bien confortable. Alors, je suis évidemment très en retard parce que, avec ça, je vous ai dit quelle méthode on va appliquer. Je n'ai encore rien dit de ce qu'on va découvrir. Et donc, il faut que j'aille au plus simple. On va dire 15 minutes bien. Non. Dis-moi juste l'heure parce qu'il faut le temps de la discussion un plus important. Il est 7h, 7h05. 7h05. Il faut qu'on puisse discuter. Donc, je m'en tiens à 10 minutes et après, tu me coupes. Une manière très simple d'avancer en disant mais ça donne quoi en pratique votre ça donne quel résultat? C'est quelque chose qui est bien connu désormais de tout le monde, qui est tout le versant destructeur de la globalisation. Quand on parle droit global, ce qui est très effrayant, c'est qu'on voit
la destruction de, non seulement du paradigme international, mais de pans entiers des droits tels que nous les connaissons, du droit national. J'ai évoqué les problèmes de l'État en matière fiscale. On pourrait évoquer, avec le mouvement de relocalisation à l'échelle mondiale de la production, les problèmes du droit social. Vous êtes en train d'en discuter pour l'instant, même en France. On en est maintenant arrivé à un stade de réforme, une déconstruction majeure du droit social, qui plus est menée, assumée par un gouvernement et un président socialiste. On est donc... la mondialisation est perçue comme ce qui fragilise non seulement l'État, mais son droit, à commencer par celui que nous connaissons mieux, le droit national, le droit français, pour ce qui vous concerne. Alors, pourquoi nous avons cela? Eh bien, cette analyse a été très bien expliquée, me semble-t-il, par des approches pragmatiques du droit. C'est d'ailleurs pas récent. Le premier qui a donné une très bonne explication de ce système, qu'on appelle la concurrence régulatoire et la course vers les bas, c'est Adolf Berle, qui était un juriste. Tout le monde pense que c'est un économiste, mais c'est un juriste. C'est un juriste pur jus, qui a publié un livre très important pour les économistes, qui s'appelle Modern Corporation and Private Property, avec un économiste qui était militaire. Et dans cet ouvrage, Berle étudie pourquoi on a une diminution radicale aux États-Unis des exigences qui pèsent sur les sociétés. Il fallait auparavant une autorisation du gouvernement pour créer une société, une compagnie, et voilà que maintenant on peut le créer librement, et il y a de moins en moins de contraintes pour ceux qui créent des sociétés, ce qui cause des inconvénients très sérieux pour les tiers, pour les créanciers, même pour les actionnaires de la société qui ne sont pas protégés. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que on s'est livré aux États-Unis, mais on avait d'abord fait exactement la même chose en Europe, c'est en Europe que ça a commencé, à une course entre les différents États pour essayer d'attirer les entreprises, faire en sorte que les entreprises viennent s'installer chez vous. On sait tous que l'État qui a gagné, et qui est toujours en train de gagner, qui a tout un dispositif pour gagner sans arrêt, c'est l'État du Delaware, où sont enregistrés les 2 tiers des grosses sociétés américaines et un très grand nombre de sociétés mondiales, dont des sociétés européennes d'ailleurs. Parce que c'est l'État qui, de manière tout à fait volontaire, chaque fois que quelqu'un fait une réforme, dit « même c'est moi, je suis le moins-disant. Je suis le moins-disant juridique au niveau des contraintes qui pèsent sur les sociétés. » Et donc, il en a déduit cette analyse de manière qui est, il y a les États se font concurrence parce qu'ils ont besoin, ils ont envie d'attirer les capitaux, ils ont envie d'attirer l'activité économique qui est synonyme d'emploi, synonyme aussi de ressources fiscales. Ils sont même prêts à baisser leurs exigences fiscales pour quand même essayer d'avoir quelques maigres ressources fiscales. Et donc, ils se livrent à cette concurrence régulatoire qui conduit à the race to the bottom, la course vers le bas, c'est-à-dire la diminution des exigences. Cette théorie a été reprise dès l'année suivante par un autre pragmatiste, Berle, et ce juge en question, c'est Benjamin Cardozo, qui rédige l'opinion de la Cour suprême des États-Unis dans une affaire. Il reprend cette théorie de Berle-Mills. C'était des gens qui, en fait, c'était le grand moment du pragmatisme américain, se sont illustrés dans l'administration, autour de l'administration de Roosevelt et du New Deal. Alors, cette théorie, évidemment, non seulement elle a été maintenant importée en Europe comme un mode de gouvernement de l'Union européenne, prenez ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous êtes familiers, ce sont des sujets très techniques, on est obligé de rentrer à chaque fois dans les détails techniques, croire qu'on peut faire du droit global en restant dans les idées sans rentrer à chaque fois dans des dossiers qui sont souvent une grande complexité technique, c'est une illusion. Voyez comment l'Union européenne a fait désigner par chacun des 28 États des codes de corporate governance pour organiser une véritable concurrence régulatoire qui a lieu effectivement pour l'installation des sociétés. Mais surtout, cette concurrence régulatoire, elle s'effectue dans tous les domaines, fiscal, environnemental, social,
à tous les niveaux, au niveau mondial, avec la différence. Et la différence avec les États-Unis, ces différences existent pour l'Europe aussi, c'est qu'il n'existe pas au niveau mondial d'État fédéral, ni de caisse qui permet de compenser les déséquilibres en les États. Il n'y a pas de caisse de solidarité comme il existe aux États-Unis. Il y a des transferts de fonds importants d'État en État, et il n'y a pas la possibilité de la mobilisation absolue de la main-d'œuvre, telle qu'on la rencontre aux États-Unis, puisqu'au contraire, on a la cloisonnement. Les gens sont obligés, les travailleurs sont obligés de rester chez eux au péril. S'ils décident d'en faire autrement, c'est au péril, et nous le voyons tous les jours, de leur vie et avec des difficultés absolument considérables. Et donc, tant que vous regardez les ordres juridiques étatiques et l'ensemble des ordres de l'organisation internationale, vous ne pouvez absolument rien comprendre à ce qui se passe. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous devez vous mettre d'un point de vue stratégique d'un acteur qui dit « mais moi je veux payer le moins d'impôts, mais moi je veux fabriquer mes chaussures en ayant le coût de main-d'œuvre le plus bas possible. Mais moi je ne veux pas, parce que j'ai une activité sale, être ennuyé par des lois environnementales, ou alors je veux bien des lois environnementales à condition qu'il n'y ait pas d'inspection pour en vérifier la bonne application, ni de gens qui vont venir ensuite me faire payer des amendes, ou alors ce sera des petites amendes. Vous ne pouvez pas comprendre le phénomène de la concurrence régulatoire et de la course vers le bas tant que vous n'êtes pas penché du point de vue de l'acteur dans cette perspective stratégique qui est celle de l'acteur, et de même que vous devez regarder la perspective stratégique de l'État qui est en face. Et qui se dit, mais au fond, pourquoi lui il baisse son droit? Il faut aussi comprendre quel est son intérêt, etc. Et donc, vous avez là quelque chose qui est très très différent de questions classiques qu'on va se poser, comme, tiens, comment rendre le droit cohérent? Évidemment, après, on va être dans une politique d'éventuelle harmonisation fiscale, vers laquelle je pense qu'on ne va pas du tout. En Europe, par exemple, on fait le contraire. On est dans une politique de concurrence fiscale, et je ne dis pas que ces questions ne sont pas importantes, mais vous comprendrez beaucoup mieux les phénomènes qui se passent si vous placez dans cette perspective stratégique, dynamique, instrumentale, qui permet effectivement de comprendre comment les phénomènes évoluent. Et alors il ne faut pas, si le droit global c'était que la destruction du droit existant, ce serait non seulement extrêmement effrayant, ceci dit, la situation est assez effrayante, il ne faut pas se le cacher, mais ce serait aussi extrêmement déprimant. Et donc, vous êtes jeune, moi je le suis moins, mais on a envie de s'amuser, on a envie de réfléchir, on a envie de contribuer à, on va peut-être pas sauver le monde, mais enfin à essayer de, on va même pas réussir peut-être à sauver le droit, enfin bon, il faut quand même essayer de créer quelque chose, on va pas laisser sans réagir, en continuant à analyser nos petits arrêts pendant que le monde s'écroule non plus. Hein, il faut bouger. Et donc, excusez-moi, je m'emballe, c'est toujours comme ça vers la fin de l'exposé. Et donc, sur le versant constructif, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça donne? Une phrase simple que j'aime bien utiliser, bien qu'elle soit basée sur un principe complètement faux, c'est que la nature sociale a horreur du vide normatif. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule, mais de penser qu'à la place, il n'y a rien, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le rêve, de ce point de vue-là, le rêve ultralibéral, une destruction du droit tel qu'il existe pour laisser place à une régulation par le marché et le mécanisme des prix, c'est faux. Empiriquement, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça du tout. On n'a d'ailleurs jamais eu autant de règles qu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément un bon signe pour leur efficacité. Pour qu'une règle soit efficace, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui appliquent la même. Si chacun applique sa propre règle, c'est l'anarchie. Mais donc, il est faux de croire que la destruction actuelle est un jeu qui n'est pas, qui s'arrête là. Il y a parallèlement, par l'action des acteurs, qui dans des sociétés qui sont quand même hyper complexes, et qui d'hyper réseaux, ont absolument besoin de normes, de règles,
pour organiser les relations et les échanges qui sont intenses, eh bien, il faut des règles. Simplement, ces règles, on ne va plus les chercher dans le droit étatique. Dès lors que, comment voulez-vous, vous avez un problème d'échelle qui est tellement simple à comprendre, comment voulez-vous réguler au départ d'un seul droit national des échanges qui dépassent, non pas occasionnellement, mais toujours, les frontières de cet État pour la plupart des opérations. Dès que vous êtes sur votre téléphone portable et que vous oubliez votre moteur de recherche, vous n'êtes déjà plus en France, hein, y compris sur un plan juridique. Et donc, les normes qui se mettent en place sont étranges et passent inaperçues de la plupart des juristes parce qu'elles n'ont pas cette base nationale territoriale, mais elles tendent à coller en quelque sorte au problème à résoudre, c'est-à-dire à suivre elles-mêmes le circuit des échanges. C'est une des explications possibles, je n'entre pas du tout dans le détail de ça, c'est un super beau sujet, de la responsabilité sociale des entreprises, qui, indépendamment des discours lénifiants ou critiques, est surtout un changement de logique. On essaye de réguler tout un tas d'opérations, non plus par territoire, ce qui est absurde, mais par les filières de production, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, qui, elles, dépassent complètement, faufilent allègrement à travers les frontières des États. Alors, un ou deux exemples très rapides de cette nouvelle norme que je vous conseille de suivre. Je laisse tomber les marchés du carbone qui sont un de mes dadas, que je voulais aborder ici parce que j'étais dans un jury d'une thèse dirigée par Sandrine Maljean-Dubois sur les marchés du carbone dans le secteur de l'aviation. C'est pas fini cette histoire de marché. Ça ne marche pas du tout. C'est clair. Et ça n'est pas fini. Pas fini. La stratégie de l'Europe est très très fine. Je l'aborde dans les. Si ça vous intéresse, je l'aborde au cours de la discussion. Les exemples simples, facilement explicables et que vous avez constaté, le développement incroyable des indicateurs. Un des membres du centre Perelman, qui est aujourd'hui professeur à HEC, a fait une thèse sur les indicateurs juridiques transnationaux. Qu'est-ce que c'est? On a parlé de concurrence régulatoire il y a un instant. Est-ce que vous savez qu'il existe un indice Doing Business de la Banque mondiale qui cote les États, qui fait au fond le point sur le niveau de règles et de contraintes qu'impose chaque État, et qui fournit ainsi un outil à l'investisseur pour dire ben, je vais établir mon usine plutôt en France oui, alors vous levez les yeux, pensez que la France est un endroit horrible pour faire. C'est pas du tout vrai. Hein. La France est un endroit très prisé pour les investissements. Si on voit les chiffres, ils sont tout à fait impressionnants. Je ne sais pas pourquoi, mais la Belgique aussi. C'est dans des endroits, alors on ne s'en rend pas compte, mais c'est très prisé. Donc, ceci dit, leur point dans Doing Business, mauvais. Eh bien, ces indicateurs donc, vont intensifier le phénomène de concurrence régulatoire dont j'ai déjà parlé. Ils vont même mettre au point un système qui s'appelle le Reform Simulator à destination des États. Donc, si vous êtes un État, vous pouvez vous abonner. Vous dites, ben, je suis 32e dans le classement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma position? Ben, supprimer la possibilité de nationaliser les entreprises. Ah oui, si je fais ça, ben, vous allez gagner 12 points. Ok. Et si je supprime, si je limite les droits des syndicats, 40 points en plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, alors ils font tout ça, ils font voter au Parlement. À la fin de l'année, ils disent, bon, j'étais 32e, là, je devrais être 12e. Ah non, je suis 28e. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les autres États ont fait exactement la même chose. On leur a aussi vendu le Reform Simulator. Il existe aujourd'hui des indicateurs spécifiques du droit. Notamment, la Banque mondiale a développé un indicateur qui s'appelle l'indicateur Rule of Law. Et qui va donner une note à la France, à l'Angleterre, à la Malaisie, à l'Irak, au Canada, pour dire quel est le niveau d'état de droit dans ces pays. Cet indicateur est très contesté.
par exemple, plus la législation sociale est protectrice, moins vous avez de points dans l'indicateur rule of law. Ça veut évidemment déchaîner l'opposition de l'OIT, des syndicats, de certains avocats qui ont décidé du coup de créer un contre-indicateur droit social, parce qu'il peut être intéressant pour des entreprises de vouloir investir, ou des investisseurs, ou de vouloir s'installer dans des idées, dans des endroits de haute protection sociale. Donc vous avez une lutte ici des indicateurs avec... mais ce qui est la chose qui est importante, c'est que vous voyez qu'avec cet outil, dont a priori on dirait que ça n'a rien de juridique, c'est un machin sociologique. Le mot de toute façon, dès que les juristes emploient le mot sociologie, ça veut dire c'est pas intéressant, de toute façon, ça n'a rien à voir avec notre faculté, et mais en réalité, si on s'en fiche, je veux bien, mais si vous me suivez, on est en train de piloter par ces indicateurs la manière dont les États, les États souverains, vous vous rappelez ces fameux États souverains qui n'ont plus d'argent et qui voient leurs droits s'écrouler, on leur dit, ben voilà, toi tu as 2 bons points, ah moi j'ai 2 bons points, je monte dans le classement, ils y vont les États. Vous voyez comment la politique des pays comme les nôtres est définie, et voyez quelles sont les références à ce type de classement. Vous avez donc trouvé ici un nouveau type de norme dont on peut discuter jusqu'à demain matin, est-ce que c'est du droit, c'est pas du droit. C'est quoi ces discussions? Ça veut dire, est-ce que nous juristes on s'en occupe ou pas? Voilà ce qu'a dit un grand pragmatiste, s'appelait Levi Lin, qui dit le droit c'est les law jobs. Ce sur quoi travaillent les juristes, ça s'appelle le droit. Soit les juristes travaillent là-dessus, soit ils risquent de se trouver au chômage. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a là des outils qui ne ressemblent absolument rien à quelque chose de connu dans le catalogue des sources du droit, mais qui sont en train de diriger, de piloter l'évolution des règles de droit à un niveau très très important. Donc voilà un exemple d'instrument, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, je dirais simplement pour vous montrer une piste optimiste, ce que je vous ai dit à propos de l'indicateur social qui utilise exactement la même technologie que l'indicateur rule of law, mais dans le but inverse, est également vrai pour, par exemple, l'histoire de la course vers le bas.